Je vous présente donc Cyril Tichy qui joue avec les slides en ce moment et qui, dans la vie, à part cette passion nouvelle, est l'ancien patron du système d'excellence de PSA. Et il tenait un rôle finalement très proche chez Danone juste avant. Et puis Patrick Decoster qui, lui, est cardiologue, il est médecin. Il a été DG d'un CHU pendant près de 30 ans. Et aujourd'hui, il est vice-recteur de l'Université de Namur, donc avec une CHU également. Il nous apportera bien évidemment son regard de médecin sur le sujet, mais avec un regard intéressant de médecin, parce qu'il a été également dirigeant d'entreprise, d'organisation en l'occurrence, et donc un regard, j'ai envie de dire, plus pondéré et très pragmatique. Pourquoi ce sujet? Très simplement, on a eu, depuis le début de la crise du Covid, on a eu beaucoup de clients qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils étaient en situation délicate, ils étaient déboussolés, ils ne savaient pas exactement comment faire pour appréhender cette crise sanitaire dans leur entreprise, parce qu'elle est extrêmement protéiforme. Il y a à la fois l'aspect, je veux dire, réglementaire, avec le ministère du Travail qui a sorti pendant un certain temps une fiche par métier. Il y en a une pour le boulanger, une pour le plombier, une pour le caissier. Également, depuis hier soir, donc, le ministère du Travail a sorti un document d'une vingtaine de pages de recommandations associées au déconfinement. Les branches professionnelles également ont édité un certain nombre de recommandations à respecter de la part des entreprises. Donc ça, c'est déjà un premier facteur de complexité. Il y a un deuxième facteur de complexité. Si tu veux bien passer les slides, en fait, Cyril. Ouais. Deuxième facteur de complexité qui est celui de la méconnaissance aujourd'hui médicale par rapport à ce virus, qui fait qu'on entend un peu tout et son contraire. Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas aujourd'hui sur le virus. Par contre, il y a des choses que l'on sait, qui sont des faits, qui ont été prouvés et sur lesquels on peut baser aujourd'hui tout l'aspect prévention. Et puis surtout, il y a une très forte inquiétude du corps social qui aujourd'hui se pose un certain nombre de questions, et notamment des salariés qui sont, pour certains, terrorisés de retourner travailler à partir du 11 mai, alors que d'autres considèrent toujours que c'est presque une bravade et que finalement c'est une grosse grippe. Donc on a, j'ai envie de dire, un environnement qui est particulièrement complexe, avec au centre de tout ça, bien évidemment, la responsabilité pénale du dirigeant, et c'est bien ça qui les a fait venir vers nous en disant on est dans une situation délicate, est-ce que vous pouvez nous aider? Alors pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous voir nous? Tout simplement parce que nous, Cubic Partners, on est un cabinet de conseil et de formation en lean management. On ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est le lean management parce que ce n'est pas du tout l'objet de ce webinaire, mais en gros, nous sommes des professionnels de l'organisation du travail et du management. Ce qui fait que on n'est pas trop mal placé sur une partie de la problématique. De l'autre côté, on a monté avec Patrick justement une practice qui est dédiée aux hôpitaux. Donc, il y a 18 mois. Et donc, ça nous a permis de travailler avec un certain nombre de médecins dans l'équipe. Quand on additionne ces deux spécialités, on s'est dit on a quelque chose à faire. Effectivement, on peut répondre à un certain nombre des questions que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui se posent. Et donc, on a décidé de se mobiliser pour être capable d'aider les entreprises à redémarrer au plus vite ou à repasser au taux nominal le plus rapidement possible, et le tout en toute sécurité sanitaire à la fois pour les salariés et pour les clients. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Concrètement, si tu veux passer à la slide d'après, Cyril. Concrètement, ce que l'on a fait, c'est qu'on a rassemblé l'ensemble de ces éléments de façon à pouvoir faire une synthèse. On a travaillé avec une équipe mixte, donc Lean, c'est notre spécialité d'origine, avec des médecins à la fois des hôpitaux et des médecins du travail, parce qu'il y a un aspect réglementaire également qui lui est associé, qui n'est pas directement simple. Une veille réglementaire, on en a parlé, et puis des benchmarks. Les benchmarks, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, bien évidemment, qui ne se sont pas arrêtées avec l'émergence du Covid, soit parce que c'était un business essentiel, soit parce qu'elles étaient d'une taille suffisante pour avoir leur propre armée, j'ai envie de dire, de médecins du travail, et donc d'être particulièrement bien outillés pour aider à la pérennité ou à la continuité de l'activité. On en a mis un certain nombre d'exemples. On vous donnera en fait l'ensemble des références que l'on a prises, parce que justement, on s'est alimenté des réflexions qui ont été menées par toutes ces entreprises-là, de façon à pouvoir apporter un certain nombre de, j'aurais dire, meilleures pratiques. Il faut bien se rendre compte, par exemple, on travaille avec le médecin coordinateur d'Orange. Orange, en France, c'est 70 médecins du travail. Ça veut dire que quand il y a une problématique comme ça qui se pose, il se trouve assez rapidement un certain nombre de solutions.
Donc, on s'est basé sur des grandes entreprises. Et puis, on s'est aussi basé sur des entreprises de secteurs qui sont plus habituées à traiter des sujets sanitaires. On pense bien évidemment à l'agroalimentaire et puis au médical. On a fait la synthèse de tout ça et l'objectif que l'on se donne dans la petite heure qui est devant nous, c'est de vous donner l'essentiel de enfin, tout ce que l'on peut, j'allais dire, synthétiser en une heure, ce qu'un dirigeant aujourd'hui doit savoir sur le sujet. Et en complément de ça, de ce webinaire, on va vous donner accès librement à toutes les ressources qu'on a compilées là-dessus. Donc, on va revenir dessus, mais un livre bandé, meilleures pratiques, autodiagnostic, des choses comme ça, de façon à ce que vous soyez capable derrière de mener la définition de votre plan de prévention concrètement chez vous ou dans les différents établissements que vous avez, de façon à faire face à cet enjeu majeur. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Cyril qui va expliquer la méthode en 5 étapes que l'on a créées, chacune des étapes étant outillée. Et puis ensuite, Patrick prendra la parole également. Absolument, merci Olivier. Donc, tel que ça vous a été présenté dans l'introduction, le but ici, c'est vraiment de vous amener des outils opérationnels qui sont à disposition, hein, donc sur le site, et les liens qui ont été déjà communiqués par le LinkedIn sont déjà opérants, et le mail que vous aurez en retour à la fin vous donneront encore plus de détails. Mais globalement, ce que l'on retrouve par rapport aux entreprises qui ont redémarré déjà, puisque là, on est vraiment… on a pu accompagner chez nos clients des entreprises qui refonctionnent aujourd'hui dans l'agroalimentaire, comme Olivier l'exprimait, dans la pharma, dans les transports. Et donc, grosso modo, on a retrouvé ces 5 étapes par lesquelles il passe systématiquement. La première, qui est une étape de compréhension. Et c'est clair que les personnes qui n'ont pas encore rattaqué, qui ont été en télétravail, mais qui n'ont pas fait du présentiel, il y a une véritable inconnue dans la compréhension à la fois du virus, mais aussi la transformation de l'environnement dans lequel on travaille, parce qu'on ne peut pas retourner dans l'environnement de travail à l'identique. Déjà, un, pour des problématiques de contamination, et deux, pour des problématiques de responsabilité. Et là, les termes sont les suivants, hein. On parle de responsabilité pénale si jamais les recommandations qui ont été données par le gouvernement ne sont pas respectées. Donc, cette compréhension à la fois du ressort du monde du médical et du monde du pénal et de l'organisation est important. Et pourtant, tout cela ne doit pas arrêter l'entreprise dans son fonctionnement. Il faut continuer à être opérant, il faut être en capacité de continuer à livrer ses clients, il faut être en capacité à tenir les différents engagements qu'on a l'habitude de prendre. Donc, derrière cette compréhension par laquelle Patrick reviendra, on va avoir bien sûr des préoccupations, hein. Donc, une des premières préoccupations, c'est la santé des salariés. C'est vraiment ce qui est au cœur. Et la santé, elle permet de garantir que tout le monde puisse revenir. Et ça passe par l'acte 2, qui est l'acte de formation. Et sur cette formation, c'est bien expliqué. Alors là, on a le webinaire qui permet de donner un maximum d'informations, parce que tout le monde, on a pour habitude de dire qu'on a 70 millions de médecins aujourd'hui en France qui sont très bien informés grâce aux 20 heures. Et pourtant, il y a un côté un peu schizophrène, parce qu'avec toutes les informations qu'on reçoit, on ne sait plus exactement où mettre la limite. Donc, c'est en cela que cette formation elle est utile. Et sachez-le, derrière ces webinaires, on nous a sollicité pour justement monter des formations sur 1 à 2 journées pour aller un cran plus loin, au-delà de ce qu'il y a déjà dans ces premières interventions. On a aussi un autodiagnostic qui permet justement de poser les bonnes questions. Et une fois de plus, à la fin, ce n'est pas appelez-nous pour avoir les informations, c'est directement à l'issue de l'autodiagnostic, qui dure à peu près 10 à 15 minutes, vous aurez directement des premières recommandations qui seront issues de cette étape 3, hein, qui est cette étape d'audit. L'étape 4, qui consiste la sécurisation, donc vraiment le passage à l'acte, est appuyée sur un livre blanc. Et en fait, les questions qui sont posées dans l'autodiagnostic ont les réponses dans le livre blanc en fonction des situations qui sont les vôtres. Donc, on va revenir justement dans le webinaire sur les différentes situations auxquelles vous êtes exposés. Certains ont plus de bureaux que d'autres, certains ont des ateliers quand d'autres n'ont pas d'ateliers, certains ont des zones d'échange de commerce, hein, avec des clients. Donc, c'est ce qu'on retrouvera justement dans le livre blanc et les différentes recommandations qui sont issues du gouvernement, mais les entreprises ont déjà réagi. Et le gouvernement a plutôt donné quelques grandes lignes par rapport aux recommandations qui étaient déjà engagées. Donc là, vous les retrouvez dans le livre blanc. On va faire une V2 là, qui tient compte justement de ce qui a été publié ce matin. Et puis, le dernier point qui est de la stabilisation dans le temps.
y compris même des axes de communication qui sont importants parce que, comme l'évoquait Olivier en introduction, les salariés viennent avec une boule au ventre. C'est une vraie préoccupation aujourd'hui déjà. Alors, les gens qui ont vécu 2 mois de confinement, il est clair que prendre les transports en commun, aller au travail, ça va être une vraie préoccupation. Et donc, les éléments de réponse qu'on va apporter dans cette heure aident beaucoup. Le livre blanc, le webinar, l'autodiagnostic sont des supports additionnels, donc on va venir par là. Ce que je vous propose, c'est dans cette première phase de compréhension, c'est justement de passer la parole à Patrick qui sera en mesure de nous faire rentrer dans le monde invisible, le monde du virus. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'interviens aujourd'hui finalement à 2 titres, au titre à la fois de faisant partie du monde soignant, de médecin, mais aussi d'ancien directeur de CHU avec cette vision plus management. Je ne vais pas non plus me substituer aux gens du 20h, bien sûr. Vous avez un tas d'informations, mais qui changent pratiquement tous les 15 jours, voire toutes les semaines. Et juste me focaliser sur 2 ou 3 éléments qui font aujourd'hui l'objet d'un consensus assez large, même très large, et qui sont pertinents pour nous dans la réouverture de nos entreprises. La première chose, c'est que l'identification et la mise en place de solutions suppose qu'on connaisse quand même un minimum le comportement de ce fameux virus. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est qu'il y a 3 portes d'entrée de ce virus. Les 3 portes d'entrée sont essentiellement la bouche, les yeux et le nez, en sachant que c'est dans l'ordre et c'est le nez qui est vraiment la principale porte d'entrée. Les yeux, il faut considérer que c'est assez anecdotique puisqu'il faut vraiment qu'on se frotte violemment les yeux pour que ça soit contaminé ou que quelqu'un vous ait éternué juste en face de vous. Mais la contamination par les yeux est anecdotique dans le cas d'une simple conversation ou d'une simple proximité. Et la bouche est moyennement importante aussi, mais c'est vraiment le nez qui est la porte d'entrée principale. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 possibilités de contamination, soit aéroportée, soit manuportée, donc par l'air ou par les mains. La contamination aéroportée, ben, on peut lutter contre cette contamination par la distanciation sociale, bien sûr, qui est vraiment la mesure qui doit absolument être respectée autant que possible, et par des mesures de protection qu'on verra sur la slide suivante. À droite, vous voyez la contamination manuportée. Alors, c'est important de se dire combien de temps est-ce que ce fameux virus reste infectant, on ne peut pas dire vivant, puisqu'un virus n'est pas un être vivant, mais pendant combien de temps est-ce qu'il peut infecter et rester infectant? Et vous voyez que sur la peau, ce n'est pas très longtemps, c'est de l'ordre des minutes, on parle de 5, 6, 7 minutes. Alors vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, mais il y a une étude anglaise qui vient de montrer qu'en analysant des vidéos à titre rétrospectif, que l'on met sa main au visage environ toutes les 2 à 3 minutes. Donc entre 20 et 30 fois par minute, on porte sa main en moyenne au visage. Et donc, ça veut dire que ça suffit éventuellement pour se contaminer. Et puis, on a touché 36 objets qui eux aussi peuvent être contaminés si nous avons des virus sur les mains. Et ils restent plus longtemps sur différents substrats. Ne tenez pas trop compte des 3 heures dans l'air. Les 3 heures dans l'air, c'est dans des conditions expérimentales dans lesquelles on met le virus dans une soufflerie dans laquelle les gouttelettes restent dans l'air. Dans la vraie vie, quand vous parlez de façon normale, ces gouttelettes tombent sur le sol après moins d'1 mètre. C'est pour ça que la distanciation sociale d'1 mètre est recommandée. Un peu plus sur de la monnaie, 4 heures, 12 heures sur les vêtements et les cheveux, 24 heures sur les cartons avec des variations importantes en fonction de la densité du carton et 2 à 3 jours sur les surfaces lisses comme l'acier et le plastique. Alors, si tu peux me passer la suivante. Alors, bon, 2 voies de contamination possibles, 3 techniques que l'on peut utiliser pour essayer de diminuer ces voies de contamination. Alors, se laver les mains, je pense que vous avez été depuis le début convaincu par tout le monde qui disait qu'il faut se laver les mains régulièrement. Le gel hydroalcoolique est évidemment le plus performant, mais je vous rappelle que ce virus, c'est juste un peu de matériel génétique avec autour une fine couche, une fine membrane de graisse, donc de lipides, et que donc le virus est très sensible à tous les détergents. Et donc le savon normal, si vous lavez convenablement les mains, suffit pour détruire le virus. Le savon qui est dans la machine à laver, dans la lave-vaisselle, tout ça, ça détruit le virus à 100% sans difficulté. L'autre élément qui a fait l'objet de beaucoup plus
versions différentes, mais sur lesquelles il y a tout de même un consensus assez large actuellement, c'est le port du masque. Alors, je pense que ce tableau du milieu est important parce que c'est vraiment un consensus expert qui dit quoi maintenant? Eh bien, que si vous êtes porteur du virus, que vous ne mettez pas de masque, que vous avez en face de vous quelqu'un qui a un masque de base, un masque en tissu ou masque chirurgical, eh bien, le risque de contamination reste très élevé. On parle de plus de 70 à 80%. Si par contre, le porteur du virus, symptomatique ou asymptomatique, puisqu'on ne sait pas, la majorité des gens ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus puisqu'ils ne font pas de manifestation, eh bien, vous voyez que le risque de contamination descend très, très fort. Donc, le port du masque est essentiellement un geste civique pour nous empêcher éventuellement de contaminer nos collaborateurs. Et donc, on passe d'un risque élevé à un risque faible. Si tous les deux mettent un masque, on passe d'un risque élevé à un risque très faible. On parle d'un risque inférieur à 1% pour une conversation qui dure de l'ordre de 10 minutes, un quart d'heure. Et donc, voilà, ce port du masque est vraiment associé à la distanciation sociale, un des éléments majeurs pour éviter la propagation de l'infection. Alors, l'usage des gants, je serai assez bref, puisque il ne doit pas être recommandé dans des conditions normales, plutôt dans des conditions particulières. Et je prendrai deux exemples. C'est bien sûr les gens du secteur de soins dans lesquels on fait face éventuellement à des niveaux de contamination et à des niveaux de présence du virus très élevés. Je prendrai un autre exemple assez clair qui est quand vous devez manipuler de façon très fréquente des objets potentiellement contaminés. Je pense que pour moi, un des plus beaux exemples, c'est le représentant des forces de l'ordre, c'est le policier qui se trouve à devoir contrôler des papiers toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes de gens qui sont dans leur voiture. Ça va être compliqué de lui dire de se laver les mains entre chaque contrôle de documents de voiture. Donc, voilà un exemple dans lequel, évidemment, les gants peuvent être utiles, mais dans la vie normale d'une vie de bureau ou une vie de la plupart des entreprises, ce n'est pas recommandé. La suivante. Alors, ce que vous dites aussi, mais oui, mais pendant combien de temps est-ce qu'on va devoir vivre avec cette situation? Là, c'est clair, net et sans ambiguïté pendant longtemps. Les évolutions sont très incertaines. Il n'y a pas encore de consensus là-dessus dans la littérature scientifique, en tout cas. Et on sait qu'on va devoir vivre avec cette pandémie pendant plusieurs années. Je vous montre juste ces 3 courbes qui sont ce qu'il y a de plus sérieux actuellement dans la littérature. Vous voyez la courbe en bordeaux, très élevée, qui montre ce qu'il se serait passé si on n'avait rien fait. Et vous voyez qu'on aurait eu un pic très important. Nos systèmes de santé auraient été complètement débordés. La capacité de nos services de santé correspond à peu près au tiers de cette courbe telle que vous la voyez là, tiers voire le quart. Qu'est-ce que représente la courbe verte en dessous, un peu plus basse? Cette courbe représente l'effet de la distanciation sociale à elle seule. Et vous voyez que ça améliore les choses, mais on se trouve quand même à largement 2 fois plus que la capacité hospitalière d'un pays comme la France ou un pays européen en général. La courbe bleue vous montre ce que nous avons vécu, c'est-à-dire la distanciation sociale, plus les mesures de confinement et l'application des gestes barrières. Vous voyez que cette courbe est beaucoup plus plate, qu'on a donc eu des systèmes de santé qui ont pu, difficilement, mais qui ont pu faire face. On n'a pas été dans une situation cataclysmique en France comme on l'a été en Italie et partiellement en Espagne. Mais vous voyez que le prix à payer, c'est que le risque d'une deuxième phase est plus important. Et le risque d'un rebond ou d'une deuxième phase, on aura certainement une deuxième phase. Ce que personne ne peut vous dire actuellement, c'est si elle sera faible, rapide, lente ou importante. Et donc, tout ça va dépendre du civisme des gens, effectivement. Est-ce que tout le monde va vraiment porter son masque? Est-ce que tout le monde va être prudent? Tout ça va influencer cette deuxième phase. Il faut savoir que quel que soit le scénario, les hôpitaux n'imaginent pas ne plus avoir de services dédiés au Covid et au non-Covid avant 2021, voire 2022. Et donc, nos entreprises auront besoin de s'organiser durablement en fonction de ces nouvelles contraintes sanitaires. Voilà. Merci Patrick. Donc, vous l'avez compris, on est dans une situation qui fait maintenant non seulement partie de la une, mais on en a le cœur net aujourd'hui. Cette une sera alimentée de la sorte encore pour un moment, et d'où l'insistance qu'il peut y avoir, y compris même sur les bonnes mesures à trouver pour être en capacité d'avoir une organisation adéquate au niveau de l'entreprise. Alors, en fait, quand on regarde par rapport aux clients que l'on accompagne aujourd'hui, les 2 préoccupations majeures qui ressortent, c'en est une qui est du ressort de la sécurité.
quand la deuxième préoccupation est du ressort de la motivation. Alors, sur la sécurité, une chute quand même qui est importante. Les deux indicateurs sont en berne, avec une forte dégradation. Et donc, avec sur la sécurité un risque de contamination, donc là qui est plus que aujourd'hui connu, et quand on parle du R0 avec un facteur 3, c'est d'ailleurs le nombre de personnes qui se contamineraient naturellement si on ne prenait pas de précautions. Là, il y a des choses qui sont importantes. Mais sur la sécurité, on a aussi un autre aspect qui concerne l'absentéisme. De l'absentéisme qui peut être lié à de la maladie, mais de l'absentéisme qui va être lié aussi à de la garde d'enfants et de l'organisation personnelle. Et c'est la raison pour laquelle, sur la colonne de droite, vous voyez les mesures qui sont connues, voire des mesures qu'on a soulignées, disons, nouvelles. Parce que les mesures qui sont connues, on a préconisé maintenant depuis plus de 2 mois le gel hydroalcoolique, se laver les mains, travailler la distanciation. Et on a aussi le masque. Alors, il y a eu une controverse au tout début expliquant que les masques n'étaient pas indispensables. Et puis, on se rend bien compte que oui, effectivement, ils sont foncièrement nécessaires. Et il faut s'en approvisionner. Et ça, c'est un point logistique qui est important. Il y a aussi un point sur lequel on va revenir dans les prochains slides, c'est sur la modification des locaux. Et là, une fois de plus, les derniers écrits qui sont sortis au niveau du ministère du Travail et par la plume du gouvernement concernent un certain nombre de ratios. A été évoqué notamment 4 mètres carrés par salarié, ce qui sous-entend qu'on a 1 mètre de distanciation qui doit être tenu et donc s'organiser en conséquence, ce qui veut dire non seulement sur les zones de bureau, mais aussi même sur des zones de couloirs. Il n'est pas envisageable de se dire qu'on va réutiliser des couloirs exigus sans protection aucune. Ce qui fait que si on n'est pas en capacité de vraiment donner de la place aux personnes, le masque ne sera plus une option, ça va être une obligation. Et ça, c'est des choses, on ne peut pas dire une personne qui va aller par exemple à l'imprimante chercher des documents et revenir à son bureau, même si elle a un bureau qui est isolé, le fait de sortir, de revenir, nécessitera l'usage d'un masque. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Sur l'autre point concernant la sécurité, donc là, on a parlé de la contamination, il y a un point qui est extrêmement important qui concerne l'organisation individuelle, notamment sur les horaires. Alors, aussi bien par rapport à une organisation individuelle vis-à-vis de garde d'enfants, mais aussi une organisation individuelle qu'on peut avoir par rapport à l'utilisation des transports en commun. Il y a beaucoup de villes dans lesquelles les transports en commun vont être compliqués et on va diviser par 3, 4 les débits dans les transports en commun, ce qui fait que les plages horaires ne seront plus du tout les mêmes. Et aussi même pour les gardes d'enfants quand on y en a, puisqu'on ne pourra pas avoir la même latitude qu'on a aujourd'hui. Et les entreprises vont devoir intégrer cela dans l'organisation pour pouvoir faciliter le retour au travail de certains, notamment de ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail. Intégrer les gestes barrières dans le quotidien, puisque l'efficacité opérationnelle va aussi passer, si on a de la transaction entre personnes ou avec des clients, forcément cette transaction passe par un produit que j'aurai dans les mains ou un dossier, un classeur. Eh bien, ce dossier-là, à partir du moment où je l'ai en main, ça présuppose que j'ai pu le contaminer, puisque je peux être asymptomatique. Et donc, il y a des précautions d'usage à prendre quand on va passer ces documents. Donc, l'aspect sécurité est important et on est sur un monde c'est du ressort de l'invisible. La motivation, on a des situations comme l'évoquait Olivier tout à l'heure, 2 situations qui sont très opposées en fait dans les retours que l'on peut avoir aujourd'hui. Une qui va être du ressort de la panique face au virus, mais véritablement de la panique, c'est-à-dire des gens qui ont la boule au ventre et qui sont véritablement en stress à l'idée de revenir au travail, quand d'autres ont le sentiment que c'est une mascarade et que finalement, ils n'ont pas de cas autour d'eux et ils ne comprennent pas bien la raison pour laquelle on fait tout ce cinéma. Et donc, du coup, qui vont, et c'est ce qui nous est remonté, des gens qui reviennent à serrer la main, à venir sur des accolades, alors que certains sont véritablement en stress. Et donc, ça, c'est le rôle du management, de bien expliquer ces points-là, de faire cette communication et d'expliquer en quoi ce n'est pas un leurre. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec un bilan de 25 000 morts en France, c'est clair que c'est beaucoup plus clair. Mais malgré cela, selon les régions, il y a des personnes qui n'ont pas du tout cette même appréhension. Ce qui fait qu'il est important de renforcer cette proximité managériale, donc là on va venir dessus, développer une écoute bienveillante, ça fera partie aussi des propos que l'on va aborder, et puis soutenir, il y a un vrai rôle managérial à adopter, et les fiches qu'on va donner vont aider à faire ce travail-là. Dernier point qui est important, c'est la mise à disposition du document unique, puisqu'il y a un document unique dans l'entreprise qui permet
au regard des risques d'adopter les bons réflexes, et bien là, la mise en œuvre du document unique, la mise à jour est nécessaire. Alors, sur cette planche, on va retrouver avec ces 4 cadrans, de façon, je dirais, synthétique, les principales mesures qui sont à adopter. Et derrière, vous allez avoir quelques recommandations encore plus opérationnelles. Le premier, si on attaque par le cadran qui est en bleu en haut à gauche, eh bien, tout en haut à gauche, vous avez les compétences. Aujourd'hui, dans les entreprises, s'organise un référent autour de cette stratégie d'organisation par rapport au traitement du coronavirus. Au même titre qu'il y a des personnes qui sont en charge de l'hygiène, de la qualité ou de la sécurité, on est face à un risque qui est avéré et qui est pris en charge à la fois dans l'organisation avec le bon positionnement. Et les sollicitations qu'on a aujourd'hui, ça remonte jusqu'à la direction générale de l'entreprise. Et donc, il y a l'organisation et l'organigramme en tant que tel à modifier. 2, c'est les compétences. Parce qu'il est évident qu'avoir suivi le 20 heures, l'actualité n'est pas suffisant. Il faut savoir se positionner parce qu'une fois de plus, il y a des éléments qui sont du ressort du pénal si on n'a pas pris les bonnes dispositions, si on n'a pas fait ce qu'il fallait. Le point qui est juste à droite de cette partie de compétences, c'est le livre blanc. Donc, il y a un ensemble de documents qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet, notamment branche par branche, métier par métier, mais chacun va de recommandations. Ce qu'on a essayé de faire dans le livre blanc qu'on a mis à disposition, c'est de prendre des scènes concrètes de la vie du quotidien avec le bureau. À quoi ressemblera mon bureau demain? À quoi va ressembler ma salle de réunion demain? Et vous allez voir derrière des photos qui montrent concrètement à quoi ressemblent ces différentes zones. Donc, dans les moyens de 3.0 et 4.0, bien sûr, le télétravail commence à devenir une norme. Cela étant, la transaction physique, au sens premier du terme, c'est-à-dire la transformation, etc., les entreprises ont besoin quand même que les gens reviennent physiquement pour travailler. Il y a des copos qui se font ici, il y a des livraisons qui se font ailleurs, il y a des prescriptions médicales qui se font à tel ou tel endroit. Donc, travailler sur ces lieux physiques est quelque chose de nécessaire, vous le verrez dans les photos. On a identifié 7 niveaux de protection. Donc, vous voyez un petit peu le mur avec les 7 niveaux de protection et la personne qui est en train de le gravir. L'idée étant d'identifier le bon niveau en fonction des zones. La zone le 5S en tant que tel, c'est véritablement une méthode pour travailler sur l'ordre, le rangement, la propreté. Et puis, comme Patrick l'a évoqué, c'est le dernier point du carré bleu, du rectangle bleu, pardon, c'est tout ce qui est du ressort du nettoyage. Et on ne le dira jamais assez, mais le virus est sensible au détergent, est sensible au savon. Et rien que le fait de nettoyer avec un savon, il n'y a pas besoin de se passer les mains au gel hydroalcoolique en permanence. Se les laver par les mains au lavabo avec un savon est largement suffisant. Donc ça, c'est des choses à bien véhiculer parce que les gens ne savent plus comment s'en débarrasser. Ils ont l'impression que ça leur colle en permanence. Donc, dans le rectangle vert qui est juste en dessous, vous voyez cette première crainte qui est exprimée par les salariés. Ils ne savent pas s'ils sont contaminés et s'ils vont même ramener de la contamination à la maison. Donc, il y a un aspect qui est extrêmement fort, c'est cette phase d'écoute qui est extrêmement importante, puisque finalement, les gens n'expriment pas spontanément ce qu'ils ont et les managers avec lesquels on a travaillé jusque-là nous ont tous fait ce même retour. Il a fallu passer beaucoup de temps sur le terrain pour faire de la pédagogie, écouter. Donc, c'est ces points qui ressortent. Et donc, en bas à gauche, vous avez cette espèce de bouclier que l'on a monté, ce qu'on appelle le tour de terrain, avec à l'intérieur de ce tour de terrain un ensemble de recommandations et de points, avec là aussi des scénettes, des photos et des pictogrammes pour bien dire voilà les points qui sont importants. Toujours dans ce rectangle vert, on rappelle les gestes barrières, mais ce webinaire n'a pas pour vocation de rappeler les gestes barrières qu'on entend depuis 2 mois, mais d'aller bien au-delà. Et dans la distanciation, le dernier point du rectangle vert, dans la notion de distanciation, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on crée de la distance entre les gens, mais au sens social du terme. Et les webinaires qu'on peut faire sont très bien, mais à un moment, on ne pourrait pas vivre comme ça en confinement en permanence. Donc, c'est comment on réussit à retravailler en proximité tout en gardant de la distanciation. Donc, c'est un véritable enjeu, y compris même de travail et un enjeu de société. On retrouvera en haut, dans le rectangle rouge, de façon assez rapide, des tests de température
qui ont été très contestés, mais qui sont, il faut le savoir ici et là encore, utilisés par certaines entreprises. D'un point de vue légal et même d'un point de vue santé, rien ne garantit qu'une personne qui n'a pas de température n'est pas contagieuse et une personne qui a de la température est réellement contagieuse au sens du coronavirus. Donc, le test est très discutable, mais sachez que ça fait partie des éléments de mesure qui sont utilisés. Le point le plus important, vous avez le petit spray garantir l'hygiène, la mise en place de planning de nettoyage dans l'entreprise, c'est la règle numéro 1. Nettoyer, c'est le geste barrière le premier. Donc, on a les gestes barrières à titre personnel, mais son espace de travail, son bureau, si on a un bureau, là, je suis en train de parler et chacun, quand on prend la parole, sans s'en rendre compte, en parlant, on poussillonne. Et c'est par ce biais-là qu'on a potentiellement des contaminations qui se passent. Et si je change de place et que quelqu'un vient à ma place, ben, nécessairement, il est préférable, il est recommandé de faire un simple nettoyage avec une lingette. Il ne s'agit pas d'aller très, très loin. Donc, cette garantie est importante. L'autodiagnostic permet justement, je suis dans le rectangle vert en haut à droite, l'autodiagnostic permet justement de savoir si on a bien prévu ces différents points. Il faut 10 à 15 minutes. Et grosso modo, vous le verrez dans les petites scénettes derrière, ça permet de voir si on a pris les précautions qui s'imposent à l'heure actuelle. Donc, on est face à des préoccupations de production pour améliorer la performance de l'entreprise parce que, il faut reproduire, mais très rapidement, il y aura une préoccupation de performance qui sera nécessaire pour être en capacité de garder de la compétitivité. Donc, le rectangle en bas à droite, jaune, lui rappelle les éléments clés qui sont des éléments concernant l'encouragement. Il y a une véritable anxiété qui est là. Elle va certainement s'estomper au fil du temps. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que chasser le naturel, il revient en galop. Quand on travaille sur la distanciation en fait, entre les personnes, très naturellement, elles reviennent, elles vont se recoller. Et donc, il va falloir toujours, par la voie managériale, faire entendre ces différents respects. Communiquer, les briefings seront importants et puis cette planification pour voir un peu les différents éléments, ça sera nécessaire. Donc, les différents niveaux que je viens d'évoquer, le premier est du ressort des bases de rangement, du tri, du nettoyage, etc. On a les règles d'hygiène juste au-dessus, donc on les a évoquées, les gestes barrières. Le point numéro 3, vous le verrez dans les petites scénettes et le livre blanc qu'on va remettre, qui est à votre disposition, déjà certains l'ont peut-être téléchargé. On retrouve dedans un peu le matériel. Et tout ce qui est, Patrick l'a évoqué tout à l'heure avec les mains, c'est un des premiers organes qui est source de contamination, dont tout ce que vous utilisez avec vos mains est à proscrire. Alors, les poignées de porte, on en a bien entendu parler. Les poubelles qu'on va aller ouvrir pour jeter des choses, ben oui, on a besoin du capot, mais trouver une poubelle avec un mécanisme à pied ou un système automatique est recommandé. Et puis, on va parler de la base managériale, comment réussir justement à entretenir ce point de vigilance par le management. Modification des flux, il y a des endroits qui sont plutôt exigus, donc travailler sur les flux pour faciliter les croisements des salariés et dans certains cas, forcer le sens unique. C'est-à-dire qu'il y a des couloirs, dire ce couloir-là est dans un sens. Il y a des entreprises qui ont véritablement fait cela pour éviter les croisements, sinon on est en permanence obligé de renforcer le niveau de protection. Contrôle de l'air, petit point de vigilance qui a été remonté, c'est qu'il y a eu une contamination par les systèmes de ventilation d'entreprise, dans un restaurant notamment. Donc là, il y a quand même un petit point de vigilance à avoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de certitude. Et puis, bon, le niveau le plus élevé, comme on a dans l'agroalimentaire ou le médical, sont des choses qui sont à regarder proprement. Mais là, on ne va pas aller jusque-là dans ce webinaire. Alors, l'autodiagnostic, les 3 grands points que vous retrouvez sur cette planche. À gauche, les préoccupations qui vont revenir sont des préoccupations d'ordre humain. Donc, est-ce que finalement les salariés sont à l'aise? Organisationnel, est-ce qu'il y a bien les compétences? Et puis technique, est-ce qu'on a bien fait les modifications? Et puis, donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans l'autodiagnostic. Donc, on peut que vous inviter à aller sur cette vingtaine de questions. Et sur la droite, vous avez le livre blanc. Et dans le livre blanc, vous avez justement toutes ces scénettes qui permettent justement de voir un peu les réponses qu'on a apportées aujourd'hui. Alors, dans le diagnostic, vous allez avoir un peu l'état de sérénité de vos salariés, savoir s'ils sont sereins ou pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la sérénité soit là. Et au plus on va s'approcher du 11 mai, au plus cette sérénité va se dégrader. Il faut réussir à la reconquérir
Sinon, les gens vont venir avec la boule au ventre et ça, ce n'est pas du tout souhaité. Et puis, dans le diagnostic, on a un certain nombre de questions de base, est-ce qu'il y a du gel, etc. Mais vous allez voir les scénettes que l'on a derrière qui permettent justement d'aller décrire correctement les situations. Alors, si on regarde dans une entreprise, on a ces différentes zones. Donc là, vous les retrouvez sur le plan. Et c'est un plan dans le document, le livre blanc qui est mis à disposition. Vous retrouverez sur ce plan et vous allez des zones à cliquer en fait. Et si vous allez cliquer sur la zone bureau, salle de réunion, couloir, vestiaire, l'accueil, les sanitaires, chaque fois vous allez avoir, comme vous retrouvez en dessous, une petite dizaine de recommandations, 8 recommandations qui permettent justement de savoir si vous avez fait le nécessaire. Alors, bien sûr, la question sera est-ce que vous avez du gel hydroalcoolique à chaque endroit de votre entreprise? Parce que ça, c'est nécessaire pour pouvoir se décontaminer les mains. Et puis, mettre à disposition des poubelles à ouverture au pied ou ce genre d'éléments. Au même titre que assurer des flux physiques de personnes sans le croisement. Là, on a ce qu'on appelle, nous, des diagrammes spaghetti, c'est-à-dire qu'on trace le flux des personnes sur le plan pour voir où est-ce qu'il y a des zones de congestion et où est-ce qu'il y a des risques. À certains endroits, on peut avoir des couloirs qui sont exigus. Et donc là, nécessairement, on sait qu'il va y avoir un problème. Donc, est-ce qu'il y a une parade? Est-ce qu'on peut passer par ailleurs? Et ça, c'est le plan de masse qui permet de se poser ce genre de questions. Il est sûr qu'à cet endroit-là, si on n'a pas évité les croisements, il va falloir trouver d'autres solutions et obliger le port du masque systématiquement, ce qui n'est pas non plus très agréable d'avoir à porter le masque toute la journée quand on est au travail. Et il y a la possibilité d'éviter à le porter en permanence. Et pour cela, il faut éviter justement toutes ces zones de croisement. Alors, les différentes scénettes que vous allez retrouver, elles sont un petit peu comme celle-ci. Alors, celle-ci, elle est en image de synthèse. Vous retrouvez l'accueil et les différentes recommandations. Donc là, une fois de plus, vous en avez une petite dizaine, qui sont 8, qui sont en bas. À chaque fois, on essaie de limiter. Alors, le gel hydroalcoolique, vous le retrouvez de façon quasi systématique, mais assurer une séparation physique pour le flux du personnel, donc la numéro 5. Et donc là, c'est bien avoir un flux qui est délimité avec ses limites tous les mètres pour garantir que les personnes respectent bien. C'était habituel de voir ce genre de marquage au sol quand on était dans des entreprises. Maintenant, on commence à les voir dans les commerces. Et c'est vrai que ça va être surprenant, mais dans les zones de bureau, ben oui, ça sera nécessaire. Au même titre que ce plexi, tel que Patrick l'a évoqué, c'est un risque que l'on va avoir en permanence. Et donc, nos lieux de travail vont forcément être modifiés. Et ça va venir, si on ne le fait pas, Patrick a bien remontré la courbe avec le risque d'explosion en termes de nombre de cas. Et quand on a des entreprises qui nous disent qu'ils ont eu des cas avérés, voire on a eu une entreprise qui nous a dit qu'elle a eu un cas mortel dans l'entreprise, bah, c'est sûr que forcément, ça marque. Et là, on se dit, non, on ne peut pas revivre ça. Donc, quelles sont les mesures à mettre en place? Donc là, je l'évoquais au niveau de l'accueil. On va le retrouver aussi au niveau des salles de réunion, par exemple, où là, très concrètement, c'est retirer une chaise sur deux. Avoir 1 mètre de distanciation, c'est retirer une chaise sur deux, mais même quand vous retirez une chaise sur deux, on se rend compte assez rapidement que finalement, les gens vont se remettre côte à côte avec même moins de chaises. Donc, le marquage sur les tables, comme ça, ou voire même des zébras encore plus prononcés, permet de dire non, gardez cette distance. Il est à peu près certain que dans des salles de réunion, si on n'a pas des schémas d'espacement comme ça, le masque sera obligatoire. Et si on a des espaces, maintenant on voit même des séparations en plexiglas qui sont mises sur les bureaux, là ça permet d'éviter d'avoir un masque. C'est sûr que toute la journée, se parler avec un masque, il y a plein d'éléments sociaux qui ne passent pas par le biais du masque, mais par moment on ne peut pas s'en affranchir. Donc là, trouver les bonnes conditions permet justement de s'en affranchir. Même chose sur les salles de pause, où là, il y a une vraie distance à avoir. Et oui, il faut garder la convivialité, mais il faut absolument tenir les distances. Et là, c'est pareil, vous avez des différentes planches qui sont rappelées de la sorte. Et puis, un dernier point qui va être important, c'est qu'on va diviser par 2, voire 3, voire 4, dans certains cas, la densité de personnes que l'on peut avoir dans des mêmes lieux. Et des lieux, on pense notamment aux zones de restauration. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on avait hier un temps de repas sur 2 heures, il va falloir l'ouvrir sur 3 heures, présupposant qu'on a des gens qui font du télétravail. Et malgré le fait qu'on ait du télétravail, ben, ces espaces-là permettront d'accueillir moins de monde, et donc c'est nécessaire
d'avoir une plage horaire et amplitude qui soit beaucoup plus large. Alors, toutes ces recommandations, le management visuel qu'on peut mettre au sol, les plexiglas qu'on va pouvoir mettre ici et là, le port du masque qui va s'imposer dans bien des cas, c'est quand même, je ne sais pas si vous avez essayé, mais moi j'ai travaillé avec un masque, c'est vraiment pas agréable parce qu'au bout de 2 heures ou 3 heures, le masque il commence à prendre l'humidité de quand vous parlez, quand vous respirez, donc c'est vraiment pas agréable. Donc quand les gens peuvent s'en passer, ils vont essayer de s'en passer. Et là, ce qui est important au travers de cet acte managérial, c'est comment réussir à maintenir dans le temps tous ces points de vigilance. Parce que tel que Patrick l'a évoqué, et on le côtoie maintenant depuis un petit moment, et on voit bien que la situation ne s'améliore pas d'elle-même, le virus est là pour encore un bon moment. Et donc, pour éviter qu'une entreprise soit frappée par un risque de contamination, c'est le respect de ces règles. Et c'est aussi un acte civique de chaque personne, mais aussi un acte managérial. Et donc, dans ces tours de terrain, ici, quotidiennement, au même titre qu'il faut intégrer un planning de nettoyage 4 fois par jour, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi pour nettoyer les espaces de travail, et bien là, un tour de terrain quotidien qui permet de se poser les simples questions. Et là, à chaque fois, vous aurez des petites scénettes qui permettent de se poser les questions. Est-ce que les gens respectent le port des EPI dits biologiques, c'est-à-dire le masque, certains endroits même les lunettes? Est-ce qu'on a bien la distanciation? Est-ce qu'on a bien dans les salles de réunion qui sont limitées à 4 personnes, par exemple? Est-ce qu'on est bien à 4 personnes? Et ça, c'est aussi de la responsabilité du chef d'entreprise. Et donc là, ces tours de terrain permettent par un biais quotidien, un passage quotidien, d'assurer. Et là, on a une bonne quinzaine de points qui sont déjà prêts à l'usage. Et puis, le dernier aspect, c'est que quand on a toutes ces recommandations, il ne faut pas non plus qu'on rentre dans une zone hyper anxiogène. Et donc là, il est important d'intégrer une communication qui soit adaptée à la situation, une communication qui se veut bienveillante et qui fasse qu'on ne soit pas avec ces tours de terrain ou cette quotidien, on ne soit pas en train de redescendre en fait toute l'anxiété, mais qu'on ait cette capacité d'écoute. Et notamment au début, c'est extrêmement important de centrer son attention sur l'interlocuteur pour cette écoute bienveillante, de laisser parler le 70-30, c'est finalement dans les échanges amener les managers à cette réflexion. Est-ce que les personnes se sont bien libérées? Et donc, est-ce qu'elles ont évoqué ce qu'elles ont sur le cœur 70% du temps? Et est-ce que vous avez bien, justement, quitte à laisser des bulles de silence, est-ce que vous avez bien utilisé les 30% pour de la reformulation, exprimer des interrogations, de la perplexité, questionner et aussi manifester votre attention par rapport à les préoccupations qu'ils peuvent avoir aussi bien dans l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Donc, voilà un petit peu les différentes recommandations. On va vous faire une petite synthèse et puis on va arriver sur les phases de questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez un fil de questions pour qu'à la fin, on soit en capacité justement de répondre au plus grand nombre avec Patrick, Olivier et j'en serai très heureux. Merci Cyril. Juste pour conclure, donc l'ensemble des ressources que l'on va vous mettre à disposition, enfin qui sont déjà à disposition. J'espère déjà que le petit exposé que vous avez vu aura répondu à un certain nombre de questions, ou sinon vous en aura peut-être fait émerger d'autres pertinentes. En tout cas, on espère que vous allez trouver dans les différents éléments qu'on met à votre disposition des réponses à cette problématique qui, Patrick l'a dit, ce n'est pas une problématique qui va être passagère, mais c'est une problématique qui va nous accompagner probablement en fait, pendant un certain temps. Donc, les 4 sujets, c'est donc l'autodiagnostic, le livre blanc, le tour de terrain et le comment communiquer. Je ne reviens pas dessus, je pense qu'on en a déjà largement parlé. Ce qu'il faut retenir, c'est le lien cubic-partners.com solidarité 5S coronavirus, là, qui est en bas. Et c'est celui-là qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble de ces ressources-là. Et puis également, on a mis à disposition un mail 5scoronavirus@cubic-partners.com avec une équipe qui est derrière de façon à pouvoir répondre aux différentes questions que vous allez vous poser ou que vous posez déjà dans la prévention ou dans la mise en place des éléments de prévention que vous avez pour garantir la sécurité sanitaire de vos salariés et de vos clients. Surtout, n'hésitez pas, nous on met à jour les éléments au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on essaie de faire notre part dans le contexte actuel pour aider par rapport à ce que l'on sait faire.
Et donc, on essaye d'aider au maximum l'ensemble des entrepreneurs.